de la rédaction jusqu'à 19h sur RCI. Merci, 18h34, c'est lundi aujourd'hui et comme chaque lundi, c'est lundi politique, émission animée par Thierry Fondéré, Guy Planté, Daniel Marival, avec Pierre-Édouard Picor de Nouvelle Semaine. Bonsoir. Bonsoir, Amédée Adélaïde, bonsoir et merci d'avoir accepté au pied levé notre invitation ce soir. Merci à vous. Lucette Michaud-Chevry, ayant finalement décliné donc notre invitation après l'avoir acceptée suivant les règles habituelles vendredi dernier. Motif de cette absence justifiée de la sénatrice maire de Basse-Terre, la réserve qu'elle s'impose en cette période de deuil local suite au décès de Patrick Saint-Éloi. On vous avait donc annoncé LMC, mais nous aurons le plaisir de débattre avec le président de Cohésion sociale et liberté républicaine, le mouvement CSLR, et nous débattrons prioritairement, puisque c'est un sujet de préoccupation en ce moment, de la question institutionnelle. Nous parlerons aussi de votre ambition à travers ce groupe de réflexion que vous animez, symbole de votre engagement politique depuis la crise sociale de l'an dernier. Avec moi pour vous interviewer ce soir, l'équipe habituelle composée d'Eddie Planté, de Daniel Marival et de Pierre-Édouard Picor de Nouvelle Semaine. Messieurs, bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Mais d'abord, actualité oblige, Amédée Adélaïde. Quelle résonance a pour vous la mort de Patrick Saint-Éloi et tous les hommages qui y sont associés depuis samedi? Eh bien, écoutez, comme tout Guadeloupéen, je suis sensible à la disparition d'un homme qui a beaucoup fait ces 30 dernières années pour la musique. Il est, je crois, celui qui a porté au travers de ses textes, au travers de sa musique, le sentiment, je dirais, de Guadeloupéens qui se reconnaissent comme tels. Mais ça va bien au-delà. Et je peux témoigner que circulant dans le monde, et en particulier dans certains pays d'Afrique, comme le Bénin, comme le Sénégal, comme l'Afrique du Sud, le seul fait de me présenter comme Guadeloupéen, et j'avais en face de moi des gens qui étaient immédiatement éveillés et me disaient « Mais Patrick Saint-Éloi, on connaît », et ils étaient très heureux de recevoir un Guadeloupéen. Et Patrick Saint-Éloi, de cette manière-là, a été un formidable ambassadeur pour la Guadeloupe. Bien, merci pour cette réaction. L'actualité, elle est également politique depuis quelques jours, avec l'adoption par l'Assemblée la semaine dernière de la réforme territoriale. Les députés ont appliqué donc cette réforme à la Guadeloupe. Plus de conseillers généraux ni de conseillers régionaux, a priori, à l'horizon 2014. Ils seront remplacés, comme en France métropolitaine, par des conseillers territoriaux, à condition que le Conseil constitutionnel ne retoque pas ce texte. Quelle est la position de votre mouvement sur ce dossier important ? Alors, si vous me permettez, d'abord, il faut bien mesurer le stade auquel nous en sommes. Cette réforme a connu plusieurs étapes. Et aujourd'hui, où en sommes-nous ? En deuxième lecture, l'Assemblée s'est prononcée article par article sur ce projet de loi qui reste encore un projet de loi. Il sera définitivement voté le 28 septembre. Et deux voies s'ouvrent au gouvernement aujourd'hui, où il accepte le projet tel qu'il est présenté par l'Assemblée et il le représente à l'Assemblée qui a le dernier mot, ou alors il y a une commission mixte paritaire qu'il demande entre des représentants du Sénat et des députés pour trouver un modus vivendi et faire en sorte qu'on arrive à un projet final. Donc, nous ne sommes pas encore face à une loi, nous sommes toujours face à un projet de loi. Ceci étant, que retenir aujourd'hui ? Vous l'avez dit, la grande réforme, elle consiste en deux choses essentielles du point de vue des élus. D'une part, à remplacer les conseillers généraux et les conseillers régionaux par des conseillers territoriaux qui siégeront alternativement, soit au conseil général, soit au conseil régional. Ce seraient donc les mêmes élus. Ce sont même les mêmes élus qui seront en assemblée générale ou en assemblée régionale. Mais il y a une deuxième identité à cette réforme, c'est la réduction du nombre d'élus. Et sur l'ensemble du territoire français, l'ensemble des élus départementaux et régionaux sont réduits de moitié. Et ici, qu'en est-il pour nous ? Nous passons pour le conseil général de 41 à 43 et pour le conseil régional de 40 à 43. Donc si on regarde l'affaire de cette manière, on ne peut pas dire qu'il y a une réduction du nombre d'élus des assemblées. C'est une lecture. En revanche, c'est une lecture possible. En revanche, sur les 81 élus seront ramenés à 43 élus. La conséquence, c'est fait pour ça, c'est que ça devrait entraîner des économies, notamment au niveau de la cohérence des assemblées
et aussi parce qu'il y aura moins d'élus indemnisés pour leur juste cette réduction drastique du nombre d'élus ne vous dérange pas? Non, parce que, si vous voulez, ce n'est pas le nombre d'élus qui compte. Vous avez une assemblée avec 20, 30, 40 élus. Ce qui compte, c'est que le territoire soit convenablement représenté. Il l'était avec 40 ou 41, il le sera aussi bien avec 43. Il y a un autre paramètre, c'est le mode de scrutin. En réalité, avec cette réforme, le président de région n'est plus élu au scrutin uninominal à 2 tours, mais majoritaire, mais exactement par d'autres élus issus d'une forme d'élection un peu cantonale. Est-ce que ce n'est pas une façon de réduire un petit peu le mode démocratique qui était jusque-là en vigueur? Alors, remarquons que d'abord, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui pour le Conseil général. Le président du Conseil général est élu par des élus, eux-mêmes élus au scrutin uninominal. Mais là, nous avions un élu qui était élu par l'ensemble du peuple. Bien. Je vais répondre à votre question. Je voulais faire cette remarque préalable. Maintenant, en ce qui concerne le président du Conseil régional, disons qu'il est élu par des élus qui eux-mêmes viennent d'une liste. Donc des gens que généralement on ne connaît pas, on connaît peut-être les premiers, pas vraiment les derniers. Bon, la réforme a pour but de rapprocher les élus du territoire. Les élus viendront du territoire, qu'ils soient au Conseil général, qu'ils soient au Conseil régional, ils seront élus directement et leurs électeurs les connaîtront. Le gros problème pour les partis, c'est que ce ne sont plus eux qui feront complètement la loi. Bien sûr, si vous êtes d'un parti, vous aurez quand même l'appui du parti pour être élu, mais sur le terrain, vous pourrez très bien ne pas être du tout membre de parti et être élu parce que vous êtes connu, parce que vous êtes impliqué dans la vie associative, collective, publique de la section ou du canton dans lequel vous serez élu. Ça réduit quand même un petit peu le suffrage universel dans sa propension à garantir l'élection directe quand même d'une équipe, même si c'est une équipe, je veux dire, c'est quand même différent parce que ce que vous venez de décrire là, on peut aussi penser que un élu de conseil général doit négocier, ça s'est vu d'ailleurs, il manque une voix, qui c'est qui va voter, la gauche passe à droite, etc., etc. Mais écoutez, ça c'est la vie politique. Vous croyez que ça se passe pas à l'Assemblée nationale, au Sénat? Bien sûr, ça se passe comme ça. Mais je dirais c'est presque normal, sinon les élus n'auraient pas d'existence. C'est ce qu'on peut reprocher un peu au mode de scrutin complètement à la proportionnelle. Parce que là, vous avez des gens qui ne dépendent que de la tête de liste. Disons les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, celui qui a gagné la bataille, c'est le président de région. C'est pas les autres élus, même s'ils ont apporté leur pierre à l'édifice. C'est lui qui était en avant, c'est lui qui donnait le ton, c'est lui qui a présenté un programme. Et on voit bien que dans la marche du conseil régional, ne focalisons pas sur l'actuel président. Prenons ce qui s'est passé dans les 25 dernières années, si vous voulez, depuis que les présidents sont élus de cette manière. Eh bien, on voit bien qu'au conseil général, le président tient compte davantage de ses élus parce que ceux-ci sont élus, si j'ose dire, par leur propre force sur le terrain. Au conseil régional, c'est le président qui a élu. Il en fait ce qu'il veut, c'est ça? Je dirais pas ça, mais la relation n'est pas la même. Alors que dans le scrutin uninominal, là, forcément, l'élu de base a plus de poids. Et ce projet de loi et cette réforme rendent caduque également ces 18 mois de réflexion qu'avait demandé le Congrès. Ça vous convient? Écoutez, moi, ça me convient, je vais vous dire pourquoi. Parce que je crois que nous avons tous élu des conseillers municipaux, des conseillers généraux, des conseillers régionaux pour gérer nos communes, le département, la région. Je ne vois pas quand on leur a donné mandat de négocier pour nous une évolution statutaire ou institutionnelle. Donc, je veux dire, ils ont demandé à réfléchir, ils ont réfléchi. On ne peut pas dire que la réflexion ait débouché vraiment sur des choses extraordinaires, sauf une modification à ce niveau, assemblée unique, collectivité. Mais quel est le projet qui sort de cette réflexion? Personne ne le voit. En tout cas, moi, je ne le vois pas. Ahmed Adlaïd, dans le fond, on est vraiment dans la problématique de celui qui dit pour le peuple, mais on ne fait pas trop ce qui se passe.
On comprend pas très bien le discours, on comprend pas très bien le débat actuellement, où ça va. Je crois que ce qui est clair, et ce qu'il faut peut-être expliquer aux gens, c'est que même si d'ici décembre, les exécutifs locaux donnent leur point de vue, l'État, on ne pouvait pas laisser la Guadeloupe sans perspective de statut, au moins entre-temps. Donc, ils ont pris la décision de donner à la Guadeloupe un statut. Probablement que c'est ça, en attendant que les élus locaux se déterminent. La vraie problématique, je crois que ce n'est pas forcément le fait qu'il y a tel type d'assemblée ou pas. C'est que, politiquement, qui pouvait prendre le risque de dire à tous ces élus, eh bien, on va vous diviser par moitié? Alors, je crois qu'il y a deux visions dans votre question. En tout cas, il y a deux réponses possibles. La première, vous avez raison de dire que, de toute manière, on ne pouvait pas voter une loi comme cela au niveau national sans se préoccuper de dire ce qu'on faisait de la Guadeloupe, qui ne peut pas... C'était le seul département qui serait sans statut. Bien sûr, absolument. Bon, donc, déjà, on peut dire que le Parlement a eu raison de se préoccuper du sort de la Guadeloupe. Et il ne peut le faire que dans le cadre de ce qu'il connaît aujourd'hui. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que nous sommes un département avec une région et qu'il faut régler notre sort. Certains élus disent qu'ils veulent proposer au président de la République autre chose. Mais je vous fais remarquer que, premièrement, ils peuvent proposer ce qu'ils veulent. Il restera à savoir ce que le gouvernement et le président veulent faire derrière, parce qu'ils ne sont pas obligés de suivre du tout l'avis des élus locaux. Et que, deuxièmement, une fois que tout cela sera fait, il faut quand même, si on change d'institution, c'est-à-dire qu'on passe en assemblée unique ou en collectivité unique, il faut consulter. Donc c'est pas une chose qui va se régler en 3 jours. Dans un premier temps, le président l'a accepté, justement, ces 18 mois de réflexion, il l'a accepté dans un premier temps. Et la perspective de la consultation en bout de course. Je vais plus loin. Est-ce que c'est l'émotion qui lui a fait promettre et accepter qu'il y ait 18 mois de réflexion? Et comment peut-on revenir comme ça sur la parole donnée? Alors, le président, le Parlement dit niet. Bon, il n'y a pas dit niet, il a dit on propose un statut intermédiaire. Oui, d'accord. Non, c'est pas intermédiaire. On est dans le droit commun. Oui, non, bien sûr, on est dans le droit commun. Nous sommes dans une situation de droit. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc,